Alors, la question que m'a posée le professeur Jean-Pierre Courtois, c'est comment le milieu façonne l'avenir de nos enfants. Alors, je propose, pour essayer de répondre à cette question, de prendre deux enfants dans des milieux affectifs et sociaux différents et d'essayer de prédire l'avenir. Alors, on va prendre la formation d'un couple de deux très jeunes parents. Mettons que la jeune femme ait 14 ans. Elle n'a pas de foyer, elle prend de la cocaïne ou du cannabis, et mettons que le garçon ait 16-17 ans et qu'il soit délinquant et très instable. Lorsqu'ils vont faire un couple, ils vont organiser pour le futur enfant un nid sensoriel qui va sculpter le développement de cet enfant, et c'est là qu'il aura à se développer, pas ailleurs. Donc on peut prédire que cet enfant aura une niche sensorielle difficile, non sécurisante, instable, avec une instabilité de changement, de déménagement. C'est pas la faute du couple, c'est que le couple, ces deux jeunes gens, ont eu du mal à se développer, donc ils auront du mal à organiser la niche sensorielle de l'enfant qu'ils vont mettre au monde. Mais, résilience, on peut agir sur le milieu qui va aider ces deux futurs parents, ce qui va permettre d'agir sur l'enfant qu'ils vont mettre au monde. Donc, c'est, comme l'a dit Jean-Pierre Courtois tout à l'heure, c'est plus du tout le même raisonnement qu'avant, inné ou acquis, c'est un non-sens total, puisque ces enfants, ces jeunes parents en difficulté, vont mettre, si on les aide, ils vont mettre un enfant qui sera moins en difficulté. Alors que si on les laisse tout seuls, ils vont mal organiser la niche sensorielle et l'enfant sera en difficulté. Donc on a la liberté d'agir sur le milieu qui agit sur les parents, ce qui agit sur l'enfant. Donc c'est une cascade de déterminisme et c'est pas seulement l'inné versus acquis. Alors, par exemple, mettons que cette jeune femme mette au monde un bébé, elle est âgée de 14 ans et elle habite toute seule, elle n'a pas de métier et son mari est instable. Dans notre culture, c'est une catastrophe. Or, j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Adalberto Barreto, qui est professeur à Fortaleza, une merveilleuse île du nord du Brésil, et j'ai été avec lui dans les favelas de Fortaleza parce que ces Brésiliens-là sont tellement pauvres que ils ne peuvent pas envisager une consultation de psychiatrie ou de psychothérapie. Alors Adalberto, qui a fait ses études à Lyon et qui parle un français impeccable, organise des groupes où tout le monde est le thérapeute de tout le monde. C'est-à-dire que, puisque ces gens-là vivent en groupe, et on voit que dans cette extrême pauvreté, j'ai vu, tenez-vous bien, j'ai vu une grand-mère de 24 ans. C'est-à-dire que dans notre culture, c'est une catastrophe, une cascade de catastrophes. Or, dans cette culture-là, tout le groupe s'est coordonné autour de la jeune mère et du bébé pour la féliciter, pour entourer la grand-mère de 24 ans, la mère de 12 ans, pour les entourer et pour aider le bébé, et c'était la fête. Donc la culture déjà fait un pronostic étonnamment différent à un même fait. Dans notre culture du sprint, est un handicap catastrophique où l'enfant se développera probablement mal, le même fait dans une culture pauvre mais très solidaire, eh bien la solidarité va protéger ces deux, je ne sais pas dire, très très jeunes femmes, et tout le monde sera bien plus heureux. Alors maintenant, on va revenir à notre culture occidentale. On sait maintenant que les conditions de la grossesse commencent déjà à façonner le psychisme de l'enfant. Si la mère est stressée, elle va transmettre des substances du stress au bébé qu'elle porte, et le bébé va arriver au monde avec déjà des altérations cognitives que la neuroimagerie sait photographier et mesurer.
on photographie les deux atrophies bifrontales, on photographie l'atrophie du système limbique et on photographie l'hyperfonctionnement des deux amygdales rhinencéphaliques qui sont le socle neurologique des émotions insupportables. C'est-à-dire qu'un tel enfant porté par une femme stressée va devenir stressé pour un rien. C'est pas génétique, simplement c'est transmis, les substances du stress de la mère modifient le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et là aussi, il y a une possibilité d'action très rapide. Il suffit de sécuriser la mère pour qu'elle ne sécrète plus le cortisol ou les catécholamines et que le bébé se développe bien, sauf que le bouillonnement des synapses d'un bébé est tellement intense que dès que, presque aussitôt que la mère sera sécurisée, le bébé va recommencer une bonne construction de son système nerveux. Donc on est très loin de l'ancien stéréotype. Si c'est inné, il n'y a rien à faire. Si c'est acquis, on peut agir sur la culture. On se rend compte que c'est plus le nouveau raisonnement de la neuroimagerie moderne, c'est que il suffit de sécuriser la mère pour sécuriser l'enfant qu'elle porte et permettre en 24-48 heures la reconstruction des altérations qu'avait provoqué le stress de la mère. Donc oui, il y a une cascade de déterminismes et ces déterminismes sont à très brève échéance si on intervient et le pronostic développemental, donc plus tard le pronostic de socialisation, est totalement changé si on intervient tôt, alors que si on intervient tard ou si on n'intervient pas du tout, on aura l'impression d'une transmission génétique, et cette transmission génétique sera un contresens. Alors, quand j'étais étudiant en éthologie, on nous apprenait déjà que les abeilles pouvaient fabriquer une abeille reine en modifiant le milieu. C'était pourtant le même capital ADN. C'était exactement la même bandelette ADN, mais les abeilles ouvrières entourant une abeille, la nourrissant de gelée royale, tambourinant constamment sur son corps, cette abeille, avec la même bandelette ADN que toutes les abeilles, eh bien cette abeille devenait une abeille reine, grosse, immobile, féconde, alors que les ouvrières restaient des petites abeilles hypermobiles et stériles. Ce qui est la seule variable que les abeilles avaient inventée, c'était de nourrir une abeille différemment et de tambouriner sur son corps régulièrement, de se relayer pour tambouriner sur son corps. Et ça fabriquait très rapidement une abeille reine. Donc on voit que le déterminisme génétique qui existe est quand même à très très brève échéance. Le seul déterminisme génétique inexorable, c'est que lorsque le spermatozoïde de l'empereur Laios est rentré dans l'ovule de la reine Jocaste, ça ne pouvait donner qu'un bébé humain. Ça donne rarement un hippopotame. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc c'est un déterminisme génétique, mais à peine organisé, ce déterminisme génétique subit les pressions du milieu. Alors je vais reprendre très brièvement ce que j'avais déjà dit précédemment, c'est que lorsque la mère est stressée, les substances du stress, cortisol et catécholamines, fabriquent des petits radicaux CH3 que Pierre Bustani, avec qui on a travaillé pendant des années, a photographié. Il nous a montré comment ces radicaux CH3 faisaient des petits bouchons, des petites taches noires de radicaux méthyl qui modifiaient non pas l'ADN, mais qui modifiaient l'expression de l'ADN. Donc c'est pas génétique, c'est déjà acquis. Et que ça commence dès les premières divisions cellulaires. Donc il faut vraiment s'entraîner à de nouveaux raisonnements pour, comme l'a dit Jean-Pierre Pourtois tout à l'heure, pour abandonner l'inné ou l'acquis, le corps ou l'esprit. C'est vraiment des raisonnements du Moyen-Âge qui n'ont plus aucune fonction aujourd'hui. Mais on a fait des observations
pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'armée allemande, l'armée nazie et l'armée finlandaise avaient encerclé les Russes de Saint-Pétersbourg, enfin, qui s'appelait à cette époque-là Leningrad, et que, comme il faisait extrêmement froid, c'était un hiver à -50, les vivres ne pouvaient pas arriver parce que la mer était gelée. Donc il y a eu une famine où 800 000 Russes sont morts de faim. Et il y a eu quelques femmes enceintes survivantes qui ont été observées. Les bébés sont arrivés au monde, ils étaient bien sûr de petite taille et de petit poids, mais les médecins et les psychologues russes ont suivi le développement de ces enfants pendant 30 ans. Et ils ont constaté qu'ils ont rattrapé beaucoup de fragilité de ces bébés, ils ont entouré les mères, les bébés ont été progressivement bien nourris, ils ont rattrapé la taille qu'ils auraient dû avoir si leur mère avait été bien nourrie, mais à l'âge de 30 ans, ils sont tous devenus diabétiques et hypertendus. C'est-à-dire que tout, presque on a cru que tout avait été réparé, tout paraissait réparé, mais tout n'avait pas été réparé, mais les troubles se sont manifestés 30 ans plus tard. Donc ça veut dire que lorsque la niche sensorielle qui entoure un bébé est appauvrie, quelle que soit la cause de l'appauvrissement, ça peut être l'histoire de la mère, ça peut être la violence conjugale, ça peut être la précarité sociale, qui est un stress quotidien répété tous les jours pendant des mois, des années, eh bien, ça finit par modifier le développement organique de l'enfant et une niche affective appauvrie par le malheur de la mère. Et je le répète, c'est le malheur de la mère qui appauvrit la niche, ce n'est pas la mère. C'est son malheur qui appauvrit la niche sensorielle qui entoure un enfant. Eh bien, à la commission des 1000 jours que j'ai présidée l'an dernier, à la demande de notre président, eh bien, ces enfants entrent en maternelle à l'âge de 3 ans avec 200 mots, alors que les enfants qui se sont développés, qui sont tombés dans une niche sensorielle stable, affective, où on bavarde autour de l'enfant et où on s'adresse à l'enfant, eh bien, ces enfants rentrent en maternelle avec un stock de 1000 mots. C'est-à-dire qu'il y a une ontogenèse de la verbalité. Aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Vous êtes bien d'accord, hein? Je dis souvent, le seul bébé qui a parlé le jour de la naissance, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « À boire, je veux du bon vin », mais à part Pantagruel, il faut attendre 20 mois pour que les bébés commencent à parler. Or, à 1 an, tous les bébés, surtout les filles, commencent déjà à prononcer 20 à 50 mots. Entre 20 et 30 mois, ils passent, comme je l'ai dit précédemment, 200 mots pour certains, 1000 mots pour les autres, et entre 3 et 5 ans, ceux qui sont entourés par une niche verbale des mots de la vie quotidienne passent en 2 ans, entre 3 et 5 ans, ils passent de 1000 mots à 9000 mots en 2 ans, donc ils parlent très bien. Ce qui n'est pas le cas des bébés qui vivent dans un monde, dans une niche sensorielle appauvrie, où ils arrivent à 2-3 000 mots, 4 000 mots à 5 ans, c'est-à-dire qu'ils s'expriment moins bien, ils maîtrisent moins bien la relation, et donc ils se socialisent moins bien, puisque l'école aujourd'hui est devenue le principal facteur de socialisation. Eh bien ces enfants-là ne vont pas comprendre les consignes, ils vont se sentir humiliés, ils vont détester l'école, et ils vont se désocialiser ou mal se socialiser progressivement, parce qu'ils ils vont devenir impulsifs, puisqu'ils n'auront pas l'outil qui permet de maîtriser l'émotion pour l'exprimer, pour dire ce qui ne va pas. Ils n'auront pas cet outil, donc ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots, ils vont le dire avec le corps, ils vont le dire avec des passages à l'acte, des coups de poing, des cris, ce qui va les désocialiser.
ou en tout cas mal les socialiser. Et ces enfants qui manifestent ce qu'on appelle aujourd'hui des incivilités, eh bien ces enfants ont presque tous vécu dans des foyers dysfonctionnels. Ce qui veut dire que là encore, on a une possibilité d'action. On peut s'occuper de ces foyers, les éducateurs le font très bien, mais pas seulement les éducateurs. La culture doit le faire, la culture du quotidien, le sport, l'art, les rencontres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les bavardages amicaux, bavarder autour d'un bébé ou faire le clown devant un bébé, c'est stimuler le planum temporal gauche d'un bébé, c'est préparer, c'est sculpter la zone temporale qui va devenir la zone du langage, et c'est surtout donner confiance au bébé, familiariser la relation, et ce bébé-là, arrivé à 5 ans, va devenir un enfant qui saura se socialiser, parce qu'il va pouvoir parler, il va pouvoir exprimer ses émotions, il va pouvoir demander, dire ce qui ne va pas. Et surtout, il va être fier d'établir des relations avec les adultes dont il n'aura pas peur. Alors que les enfants qui parlent mal ne savent pas maîtriser leurs émotions, ils explosent contre les autres ou contre eux, ils se bagarrent dans la rue, on appelle ça les incivilités, et c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés pour se socialiser. Or, cette transmission des inégalités qui se manifestent à l'école est souvent acquise en dehors de l'école, avant l'école ou à côté de l'école. Ça se manifeste à l'école. La preuve, ce qui prouve la phrase que je viens de vous proposer, c'est que les enfants adoptés, généralement, accèdent à la taille de leurs parents biologiques, alors que les enfants adoptés accèdent à peu près au quotient intellectuel de leurs parents adoptants. C'est-à-dire que dès l'instant où on vit dans une niche sensorielle stimulée, bien on acquiert son niveau intellectuel et son style intellectuel, alors que lorsqu'on se développe dans une autre niche appauvrie, on a un autre développement physique et verbal. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre Portois tout à l'heure, même le corps et l'esprit, on ne peut plus les dissocier parce que on les dissocie pour des raisons didactiques, c'est plus facile à comprendre, mais en fait c'est en constante interaction. Alors, la résilience peut agir là encore, on peut agir sur ces inégalités développementales, un peu sur l'école, et beaucoup sur ce qui prépare et entoure l'école, c'est-à-dire sur les familles, en les sécurisant, en organisant des groupes de parole, en organisant la fête au village, parce que comme disent les Africains, c'est une phrase qui est souvent reprise parce qu'elle est très belle et qu'elle décrit bien la vérité, il faut tout un village pour élever un enfant.